Capital et salariat s'opposent, deux forces antagonistes. Le déséquilibre est manifeste. Le capitaliste contrôle les moyens de production, le salarié ne possède que sa force de travail. Grâce à l'apport du monde syndical, le droit du travail s'est peu à peu constitué pour rééquilibrer la relation entre capital et travail. C'est une matière passionnante, le droit du travail, si vous voulez. Pourquoi c'est passionnant? Parce que c'est le résultat de la collision de l'ordre juridique avec des mutations scientifiques et techniques sans équivalent dans l'histoire qui interviennent au XIXe. Les conditions de vie des travailleurs, du paysan français du XVIIIe n'étaient pas très différentes de celles du paysan romain. Et puis survient la révolution technique et qui bouleverse à un moment donné évidemment tous les équilibres acquis, et on invente un droit qui va permettre de survivre à ce choc et même autant que possible de le rendre bénéfique pour une plus grande partie de la population. Dans l'ordre ancien, on pensait qu'il y avait un ordre de la justice qui était inscrit dans les lois. Et puis, le droit avait pour fonction de faire respecter autant qu'il était possible cet ordre. Avec le droit du travail apparaît une nouvelle idée de la justice qui n'est plus définie a priori. On va dire, qu'est-ce qui est juste dans le rapport d'échange salarial? Eh bien, pour que cette justice advienne, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Et c'est par le jeu du conflit et de la négociation qu'on va avoir une définition tâtonnante de la justice sociale, tâtonnante et évolutive. Et on a vu dans les grandes manufactures, puis dans les grandes entreprises, des masses importantes d'ouvriers, d'ouvrières ou d'employés se faire défendre par des organisations syndicales auxquelles ils adhéraient. Et le droit du travail, c'est la résultante d'une mobilisation de la part des travailleurs qui sont conscients de s'engager dans leur travail. Lorsqu'ils entrent dans une entreprise, ils s'engagent véritablement dans un travail. Et donc, la nécessité en retour de la part de l'employeur de leur garantir des conditions de travail qui fassent en sorte qu'il n'y ait pas d'altération de leur santé physique et mentale, et puis qu'ils puissent avoir des certitudes quant à la stabilité, par exemple, de leur emploi et de leur rémunération. Donc le droit, c'est le reflet, en quelque sorte, des batailles qui ont été menées par les organisations syndicales et grâce à la mobilisation des travailleurs pour obtenir des protections, des garanties, et c'est devenu le Code du travail. Le droit du travail va permettre de rendre humainement vivable le progrès technique. C'est une technique d'humanisation des techniques, en ce sens. Bon. Alors ça, c'est un premier impératif de sécurité physique, qui ensuite va se développer en sécurité économique. Il faut faire en sorte que quand même, s'il est chargé de famille, il puisse aussi élever ses enfants. C'est de l'intérêt bien compris du patronat. Que s'il est malade, il survive quand même à sa maladie. Bon. Ça, c'est tout un pan du droit du travail. C'est d'assurer le temps long de la vie humaine pour rendre possible un temps court des marchés où on fait comme si c'était une marchandise. Voyez. Un autre aspect du droit du travail, c'est que ce qui justifie le marché, c'est l'idée de contrat. Le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande qui se noue dans un contrat. Et c'est le contrat qui fixe la loi de l'échange entre du temps de travail et du salaire. Mais on a bien conscience de la dissymétrie des contractants dans le cas du contrat de travail, puisqu'il y en a un, alors là, Marx, il y en a un qui a du capital, etc., et puis l'autre n'a rien que sa propre force de travail, c'est le prolétaire. Bon. Donc le droit du travail va intervenir pour rétablir un certain équilibre de la négociation des conditions contractuelles de l'échange. Et ce rétablissement se fait par la reconnaissance de liberté collective. C'est-à-dire, au plan individuel, cette égalité n'existe pas, elle est introuvable. On va tâcher de la rétablir au plan collectif en admettant l'organisation collective
des formes d'action collective et la négociation collective. C'est les 3 piliers du droit collectif du travail. Nous exerçons un certain nombre de droits, particulièrement le droit du travail. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec votre employé. Avec votre esclave, vous aviez un droit sur sa vie. Vous aviez le droit de tuer votre esclave. Au Moyen Âge, les seigneurs féodaux avaient des serfs qu'ils pouvaient punir physiquement, voire les tuer. Donc il y a une différence fondamentale entre le travail salarié moderne et le servage ou l'esclavage antique. Dans une société éclairée comme la nôtre, il est nécessaire de veiller au respect de nos droits et simultanément récuser l'argument que la concurrence mondiale en nécessiterait une réduction. C'est inacceptable. En fait, c'est dans le domaine du droit du travail que le néolibéralisme a l'impact le plus important. Parce que le néolibéralisme, c'est, entre autres choses, un discours sur le droit. Et de la même manière que c'est un discours sur la société, c'est-à-dire qu'on va essayer d'économiciser la société, on va aussi essayer d'économiciser le droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire économiciser le droit? Et donc, en particulier, le droit du travail. Ça veut dire que le droit, qui aurait pu être considéré, par exemple, comme un agent de protection des individus, ici, il va devoir être utilisé comme un moyen de maximiser la concurrence. Donc, on va faire en sorte qu'on soit en fait dans un droit qui a d'abord une vocation de produire de l'efficacité économique. Le droit n'est pas là, en fait, pour permettre la justice sociale. Les néolibéraux, Hayek en premier lieu, ont écrit longuement sur l'idée que la justice sociale est un mirage. Et ça, c'est lié à l'idée plus générale que la société, le social, n'existe pas. Il n'existe pas de raison extérieure qui devrait décider que telle situation est plus juste que telle autre situation. Et il n'existe aucun mécanisme démocratique ou non qui puisse s'assurer que telle allocation est plus juste qu'une autre. Donc on évacue complètement la notion d'une justice sociale, une justice allocative, une justice distributive, au profit d'un seul type de justice, qui est la justice procédurale. Qu'est-ce que c'est que la justice procédurale? La justice procédurale, c'est l'idée que si tous les agents, si tous les acteurs sont d'accord pour contracter, alors tout ce qui pourrait résulter de ce contrat est juste. Si on est tous d'accord pour jouer le jeu économique, mais que ce jeu économique, il rend certaines personnes dans l'économie très très pauvres et d'autres personnes dans l'économie très très riches, on ne revient pas dessus. Le droit est uniquement un droit qui doit organiser les règles du jeu. On avait toujours pensé qu'il fallait respecter sa parole. C'est un élément fondamental. Bon. La force de la parole donnée. Ça se dit en latin « pacta sunt servanda ». Bon. Et analyse économique dit « ben oui, mais prenons un cas. Je vous ai promis de vous livrer un médicament pour une valeur de 1 000 €. Vous en avez besoin, vous êtes malade. Mais quelqu'un me propose 10 000 pour le même médicament. Bon, ben je fais un calcul d'utilité. J'ai intérêt à lui vendre 10 000, et puis vous, je vais vous indemniser. Peut-être 1 000 ou 2 000. Et je vais faire un profit de 8 000. Alors les économistes disent ça, en analyse économique du droit, on va dire ben, c'est une meilleure allocation de la ressource.
Donc ça veut dire que ce type d'analyse économique s'en prend au cœur même de la normativité juridique, c'est la force obligatoire de la parole. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans un monde où la parole ne vaut plus rien, eh bien, il n'y a que la violence qui peut surgir. De ce point de vue, il y a un peu de prévisibilité par l'analyse juridique. Et le lien avec le droit du travail, eh bien, ce sont les réformes les plus récentes du Code du travail, où on a barémisé les indemnités qui sont dues en cas de licenciement illégal, comme vous le savez. Pourquoi ? Pour permettre à l'employeur de faire un calcul. Ce salarié, j'ai rien à lui reprocher, mais il a vraiment une tête qui ne me revient pas, ou il a une religion... Enfin, dans ce cas, ça serait un peu différent, parce que s'il arrive à prouver que c'est une discrimination, la barémisation ne jouera pas. Mais en fait, je le licencie sans avoir de motif, ou alors pour des motifs inavouables, et je m'expose à une sanction. Alors, la règle avant cette réforme, c'était... vous étiez tenu par votre contrat, donc si vous violez le contrat, vous devez réparer le préjudice causé au travailleur. Donc c'est le juge qui appréciait le préjudice. Et on réparait l'intégralité du préjudice. Qu'est-ce qu'ont fait les réformes ? C'est de dire non, on va faire un barème, ce qui va permettre aux employeurs de calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux. Je respecte la loi ou je la viole ? Bon, alors, si je la viole, je sais que ça me coûtera tant. Finalement, c'est pas si cher. Le contrat de travail lie l'employeur au salarié. Il définit sa rémunération, ses horaires, les protections auxquelles il a droit et ses obligations. Ce contrat repose sur une relation spécifique, le lien de subordination.